Le Mali a produit plus de 11 millions de tonnes de céréales et plus de 650 000 tonnes de coton-graines en 2024. C'est ce qui ressort de la 15e session du Conseil supérieur de l'agriculture et l'année 2025 se présente sous de bons auspices. Conviction du chef de l'État, président du Conseil supérieur de l'agriculture. Les États de l'AES décident d'harmoniser leur politique énergétique. Les experts des 3 pays sont réunis à Bamako. Pour cet exercice, la finalité est de parvenir à la mise en place d'un dispositif de régulation harmonisé du secteur. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre. La réforme du code pénal et du code de procédure pénale entre espoir et incertitude. Le thème est au centre d'un colloque qui réunit à Bamako les praticiens du droit, les chercheurs et les universitaires. Les travaux qui ont démarré ce matin étaient présidés par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. La chronique judiciaire s'intéresse ce soir à la convocation judiciaire. Quelles sont les procédures en la matière? Que faire quand on reçoit une convocation? La personne convoquée a-t-elle des droits? La réponse en fin de journal avec Garibou Pérou. Voilà pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Pour la campagne agricole 2025, le prix d'achat du coton-graine premier choix est fixé à 300 francs CFA et le prix d'achat subventionné de 50 kg des engrais minéraux est à 14 000 francs CFA. Ce sont là les grandes décisions issues de la 15e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Malgré les inondations, les résultats obtenus sont jugés satisfaisants. En 2024, le Mali a pu produire plus de 11 millions de tonnes de céréales et plus de 650 000 tonnes de coton-graines. Pour le président du Conseil supérieur de l'agriculture, ce résultat est à saluer, mais il appelle à faire plus pour que notre souveraineté puisse revêtir tout son sens pour la consolidation de la marche souveraine de l'AES. Sirabatili pour le compte-rendu. Les lignes directrices du levier conducteur de l'économie malienne, c'est un temps de bilan et de projection pour le secteur agricole pour des mesures présidentielles avec dans le viseur l'autosuffisance alimentaire. Devant l'instance suprême, le secteur agricole s'évalue. En 2024, le Mali a produit plus de 11 millions de tonnes de céréales et plus de 656 000 tonnes de coton-graines. De quoi réjouir le président du Conseil supérieur de l'agriculture, le chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta. Il rappelle tout d'abord le sens de ce cadre d'échange du secteur agricole très porteur pour le Mali. Ce rendez-vous annuel constitue un moment privilégié et essentiel où nous nous retrouvons pour échanger sur les défis majeurs auxquels fait face notre agriculture, secteur stratégique et pilier vital de l'économie nationale. En effet, la tenue régulière du Conseil supérieur de l'agriculture témoigne de l'importance fondamentale que revêt le monde rural, véritable moteur de croissance économique et levier central pour l'atteinte de notre objectif commun d'autosuffisance alimentaire. Cette rencontre annuelle nous offre l'occasion de passer en revue la contribution du secteur agricole dans l'économie nationale, ce secteur qui offre des opportunités d'emploi et d'activités génératrices de revenus, facteur de stabilité sociale. Rappelons également que ce secteur contribue largement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, occupe près de 80% de la population active et intervient à environ 40% dans la formation du produit intérieur brut. Entre innovation et technicité, le monde agricole a fait des prouesses avec les moyens de bord pour l'atteinte des objectifs. Sur les 10 recommandations formulées lors de la 14e session, 7 ont été exécutées. Le recensement agricole a fait du chemin avec au compteur à mi-parcours plus de 816 000 exploitations familiales dénombrées. Le président de la transition note la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement avec des activités de prise en charge pour éviter le déficit alimentaire en apportant un soutien aux couches vulnérables. Au regard des documents présentés sur la situation agricole de notre pays, je constate avec bonheur les avancées significatives en faveur du monde rural, ainsi toutes les activités majeures retenues par le Conseil supérieur de l'agriculture
lors de sa dernière session ont soit été réalisés ou sont en cours de réalisation. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer et remercier les représentants de la profession agricole et les acteurs du monde rural pour leur résilience, leur compréhension des enjeux qui traversent le pays, lesquels s'inscrivent pleinement dans notre ambition collective d'atteindre l'autosuffisance alimentaire pour le peuple malien. C'est en cela que notre souveraineté nationale revêtira tout son sens. C'est la raison fondamentale pour laquelle le secteur de l'agriculture doit continuer de retenir toute notre attention. Il faudra donc innover davantage avec une ouverture à d'autres savoir-faire pour que la productivité agricole pèse dans la balance. Cela en comptant sur les ressources disponibles et en collaboration avec les pays de l'AES. Suggestion présidentielle. La campagne agricole a été marquée par des pluies abondantes occasionnant des inondations par endroits, des pertes en vies humaines, d'où l'état d'urgence décrété par le gouvernement. Le président du Conseil supérieur de l'agriculture dit acter les résultats présentés. Au sujet du sous-secteur de la production végétale, il ressort des opérations d'évaluation que les crues exceptionnelles ont occasionné la destruction des cultures sur 4,56% des surfaces ensemencées, impactant 101 160 exploitants agricoles. Les pertes de production encourues sont estimées à 647 529 tonnes. Malgré ces pertes, les résultats obtenus au cours de la dite campagne demeurent encourageants, à savoir 11 10 851 tonnes de céréales, 96 750 tonnes de viande contrôlée, 113 218 tonnes de poissons. Je prends acte de ces résultats qui sont satisfaisants dans l'ensemble et si l'on se réfère aux conditions climatiques et sécuritaires difficiles dans lesquelles les activités agricoles se sont déroulées l'année dernière. Des résultats obtenus grâce à la synergie d'action de tous les acteurs, exploitants agricoles, opérateurs économiques et fournisseurs d'intrants ont été félicités par le chef de l'État pour les bonnes actions menées. Le bilan dressé, des projections sont faites pour la nouvelle campagne 2025. Pour la nouvelle campagne 2025 qui s'annonce, je vous exhorte à accorder une importance particulière à la valorisation de notre potentiel agricole à travers l'utilisation accrue des technologies issues de la recherche agricole. Il s'agit de mettre l'accent sur des actions qui visent l'atteinte des objectifs de la vision 2063 et de la stratégie de développement pour l'émergence du Mali 2024-2034. À travers l'amélioration de la recherche et le transfert des technologies innovantes dans les domaines de la production agricole, pastorale et halieutique, nous pourrons veiller à la transformation locale de nos produits locaux afin de créer de la valeur ajoutée, créer des emplois et améliorer les revenus des acteurs impliqués dans les chaînes de valeur des filières concernées, notamment à ceux qui sont les plus vulnérables. Il s'agit en particulier des exploitations familiales agricoles, des femmes et des jeunes, dont l'accès aux facteurs de production, entre autres les crédits, les fonciers et les intrants agricoles, doit être facilité. Le Conseil supérieur de l'agriculture, c'est aussi le moment des annonces, des grandes décisions pour le secteur. Le président du Conseil supérieur de l'agriculture donne des précisions sur les prix des intrants agricoles. Le prix d'achat des kilogrammes de coton graine premier choix est de 300 francs CFA. Le prix d'achat subventionné du sac de 50 kg des engrais minéraux est de 14 000 francs CFA. Le prix d'achat subventionné du sac de 50 kg des engrais organiques est de 3 000 francs CFA. Le prix d'un kilogramme de semences de maïs hybride est de 1 500 francs CFA. Le prix d'un kilogramme de biostimulant Ovalis est de 17 500 francs CFA le kilogramme.
Un discours de mise au point avec des orientations ponctuées de souhaits pour une bonne pluviométrie, la garantie d'une bonne production agricole. Et cette 15e session du Conseil supérieur de l'agriculture était un cadre propice pour faire l'évaluation de la campagne écoulée et les projections pour les 3 années à venir. Déjà, la campagne 2025 se présente sous de bons auspices avec un budget prévisionnel de plus de 161 milliards de francs CFA. Elle prévoit plus de 11 millions de tonnes de céréales, plus de 15 000 tonnes de lait collecté et 128 880 tonnes de poissons frais. Compte rendu, Nyanya Aliou Traoré. Du poisson tout frais trônant au milieu de la salle de banquet de Koulouba. Du coton aux céréales en passant par les fruits et légumes produits au pays. Un décor qui montre bien la vitalité et la robustesse du monde agricole malien. Ce dernier ne s'en cache d'ailleurs pas et remercie chaleureusement les autorités de la transition pour leur engagement indéfectible aux côtés des paysans. Cette rencontre est d'importance capitale pour la profession agricole. Elle est encore une occasion opportune pour remercier chaleureusement le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour toutes les facilités accordées à la profession agricole afin qu'elle puisse pleinement jouer sa partition dans le processus de développement enclenché par la transition. Mes sincères remerciements vont également au Premier ministre, chef du gouvernement et à l'ensemble des membres du gouvernement, à tous les partenaires techniques et financiers pour les accompagnements multiformes au quotidien. Cette 15e session du Conseil supérieur de l'agriculture offre l'occasion de montrer au président de la transition les merveilles dont dispose notre pays dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Elle permet aussi de rassurer sur l'état des lieux du domaine en pleine mutation. En production végétale, les réalisations ont atteint 99% avec un effet marqué sur les productions de céréales qui ont atteint 11 10 851 tonnes et 656 679 tonnes pour le coton graine. Quant aux productions animales, les réalisations sont à hauteur de 68% et portent essentiellement sur 96 750 tonnes de viande contrôlée, 10 576 tonnes de lait collecté et 12 014 vaches inséminées. Les productions halieutiques et aquacoles, 113 218 tonnes de poissons, soit 91% de réalisation. Et le RGA a mobilisé 5 575 agents, dont 26% de femmes. Des résultats qui souffrent néanmoins de certaines contraintes qui ne permettent pas au secteur d'atteindre sa pleine éclosion. Les difficultés majeures de la profession agricole se résument comme suit. L'indisponibilité des semences prolifiques et des intrants de qualité, l'aménagement et l'accès des terres agricoles et l'accès à l'eau notamment pour les femmes et les jeunes, la mécanisation agricole, la promotion de l'entrepreneuriat féminin et des jeunes ruraux, l'exploitation de nos terres agricoles par les miniers, la stabilisation du cheptel malien conformément aux conclusions de la 14e session du CSA, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, d'élevage, de pêche et d'agroforesterie. Au niveau du bilan, nous avons enregistré certaines contraintes qui sont entre autres l'inondation avec des effets néfastes par endroits sur les productions céréalières, le coton, les productions animales et halieutiques, notamment le bétail et le poisson. L'insuffisance du personnel d'encadrement, les difficultés liées à l'approvisionnement des exploitants agricoles en intrants agricoles, l'insécurité dans certains bassins de production, l'insuffisance d'alevins de souches performantes, l'insécurité foncière dans certaines zones de production agricole. Qu'à cela ne tienne, à chaque zone de culture, ses difficultés. Mais le gouvernement veille au grain. Le ministre Kéléma disposait à la séance les solutions apportées par les autorités pour soulager les acteurs agricoles. Au niveau des productions végétales, la distribution de 37 179,5 tonnes d'engrais issus du don de la Russie, l'urée, et l'engrais du programme de résilience au niveau du Sahel, PRSA. Au niveau des productions animales,
la mise à disposition de 29 460 tonnes d'aliments bétail découlant de la trituration de 36 825 tonnes de graines de coton accordées par le président de la transition et président du Conseil supérieur de l'agriculture pour 2308 bénéficiaires, dont 232 femmes. Au niveau des productions halieutiques et aquacoles, la mise en place de 80 tonnes d'aliments poissons. En matière de santé animale et de santé publique vétérinaire, il y a la production de 36 280 000 doses de vaccins, soit 67%, et la vaccination de 41 60 000 têtes, soit 54%. Au niveau de la sécurité alimentaire, il y a la distribution gratuite de 19 445 tonnes de céréales à 1 163 830 personnes vulnérables. Et les aménagements et équipements agricoles à travers la réalisation de 4 114 hectares et l'équipement de 609 exploitations, la mise en place de 1500 commissions foncières, dont 994 en 2024. L'agriculture est et reste l'un des piliers de la souveraineté d'une nation. Pour atteindre cette souveraineté, la fêtière fait quelques propositions au pouvoir public. Mettre en place les coopératives d'utilisateurs de machines agricoles en commun qui constituent un levier pour booster la production et la productivité au Mali. Déposer dans une banque de la place les subventions de l'État accordées aux producteurs en vue de faciliter l'emprunt bancaire à un taux bonifié et mettre en place un prélèvement sur l'importation et la commercialisation des produits et sous-produits agricoles. Les perspectives 2025 et les projections 2026-2027 sont prometteuses. Rappelons que 10% du budget national sont alloués à l'agriculture par les autorités du pays. Son développement demeure donc une priorité. La programmation au titre de l'année 2025, objectif de production végétale, 11 696 721 tonnes, toutes céréales confondues, et 682 000 tonnes de coton-graines. Nous avons d'autres prévisions qui sont là, programmation qui portent sur la pomme de terre, l'oignon, l'échalote, aussi la mangue et d'autres productions végétales. Au niveau des objectifs de production animale, 15 816 tonnes de lait à collecter, 203 441 tonnes de viande contrôlée et 684 722 585 œufs de consommation, 10 288 577 sujets de poulet de chair et 18 000 inséminations, races laitières. Concernant les objectifs de production halieutique et aquacole, il est prévu 128 880 tonnes de poissons frais. Petit pour l'avis du Conseil supérieur, la création des interprofessions poissons, lait, aviculture, suivant l'article 175 de la loi d'orientation agricole. Et en deuxième point, l'institutionnalisation de la journée du poisson suivant l'article 193. Et le troisième point porte sur l'adoption de la politique nationale du Conseil agricole. La mise en place de l'assurance agricole et la protection sociale des exploitants agricoles, l'installation d'unités de production d'aliments poissons locales ou encore le renforcement des capacités du Centre national d'insémination artificielle pour booster la production en viande et en lait font également partie des initiatives exposées par le président Sylla pour la conquête stratégique de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle du Mali. Je l'annonçais également au sommaire. Les régulateurs de l'énergie de la Confédération des États du Sahel sont en conclave à Bamako. C'est à la faveur de la première rencontre destinée à définir une vision commune et partagée de la régulation du secteur de l'énergie. La finalité est la mise en place d'un dispositif de régulation harmonisé du secteur. Selon le Premier ministre, chef du gouvernement, cette rencontre de haut niveau entre régulateurs témoigne de l'unité des trois pays à faire face aux grandes questions régionales. Reportage Mamari Koni et Aliou Touri.
L'énergie joue un rôle de premier plan dans la réussite de la dimension développement de la Confédération des États du Sahel, AES. Cette première rencontre des régulateurs de l'énergie du Burkina Faso, du Mali et du Niger est une contribution à la concrétisation de cette alliance. Les autorités de régulation du secteur de l'énergie s'engagent ainsi aux côtés des autorités de l'AES pour concevoir et bâtir un cadre harmonisé. Un cadre qui devrait constituer le futur socle des échanges d'énergie entre les pays membres de la Confédération. L'objectif général du présent atelier est de concevoir et de définir une vision commune et partagée de la régulation du secteur de l'énergie dans l'espace AES. De façon spécifique, il s'agit de définir une vision commune et partagée de la régulation, de mettre en place un dispositif de régulation harmonisé du secteur de l'énergie et d'élaborer une feuille de route pour la mise en place de ce dispositif. Enfin, de définir pour chaque étape les objectifs spécifiques à atteindre et le chronogramme de mise en œuvre. Les autorités du Mali qui assurent la présence de la Confédération des États du Sahel se réjouissent d'abriter cette première rencontre consacrée à l'énergie dans l'espace commun. Depuis la création de la Confédération des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger mobilisent toutes les ressources nécessaires et consacrent leur temps pour la concrétisation de nos objectifs de développement socio-économique. C'est dans ce cadre qu'il est prévu de mettre en place un cadre de régulation harmonisé du secteur de l'énergie au sein des pays membres de la Confédération AES. Nous avons pour mission, au regard des objectifs assignés par notre Confédération, grâce à la vision de nos chefs d'État, de faire de l'espace confédéral un espace de paix, de solidarité, de dignité, de prospérité et de souveraineté retrouvée. À travers le leadership de nos leaders, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, et le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et président de la Confédération AES. Nous luttons pour le développement de notre espace AES. Chers régulateurs du secteur de l'énergie des pays membres de l'AES, ces objectifs, vous en conviendrez, ne peuvent être atteints sans une participation forte et désintéressée de l'ensemble des acteurs engagés dans ce processus. Cette rencontre placée sous le signe de la solidarité sahélienne et de la refondation stratégique ambitionne d'offrir aux États de l'AES les outils de leur propre libération énergétique. Elle intervient à un moment où les projets de production d'énergie renouvelable, notamment solaire et hydraulique, connaissent une dynamique promoteuse. Cette rencontre de haut niveau entre régulateurs de l'énergie témoigne de l'unité de nos trois pays, reflétant une position commune sur les grandes questions régionales. Dans le domaine de l'énergie, le potentiel énergétique des pays de la Confédération AES est important. Le soleil, le vent, l'eau, l'uranium, le charbon, le pétrole, la biomasse, entre autres, sont autant de ressources de notre espace. Vous devez à cet effet relever de nombreux défis. Il s'agit notamment du faible taux d'accès à l'électricité, d'une capacité de production énergétique limitée, des échanges régionaux d'énergie encore faibles, d'un haut niveau de pertes techniques et commerciales, du déficit d'infrastructures, du faible niveau des échanges commerciaux et de la faiblesse de compétitivité du secteur privé. En droite ligne de la vision des pères fondateurs de l'AES, l'énergie n'est pas une matière commerciale, mais un sujet de sécurité nationale, reposant sur une souveraineté pleine, entière et assumée. Nous gardons encore en mémoire que contre nos pays, depuis le début des transitions, l'énergie a malheureusement été utilisée comme une arme de déstabilisation massive. Pendant les 2 jours de travaux burkinabés, maliens et nigériens, suivant des présentations sur la direction nationale de l'énergie du Mali ainsi que sur les autorités de régulation des 3 pays, ils effectueront également des visites de terrain. Au sein de la Confédération AES, on s'achemine résolument vers une souveraineté énergétique partagée. Toujours dans le même registre, l'association de formation et d'appui au développement, organisation non gouvernementale AFAD, a organisé une rencontre d'échange et de partage avec les services techniques et les organisations de la société civile. L'initiative vise à promouvoir l'adoption des technologies d'énergie renouvelable, apportant ainsi une solution durable à la crise énergétique. Daouda Kouni. Le manque d'électricité pendant de longues durées dans la journée affecte les ménages où les habitants doivent improviser des solutions avec des fortunes diverses pour éclairer les domiciles,
conserver les aliments et aussi pour supporter la chaleur pendant les périodes de forte chaleur. C'est dans ce contexte que l'association de formation et d'appui au développement organisation non gouvernementale AFAD accompagne les efforts des autorités du Mali dans la promotion des énergies renouvelables à travers l'organisation de cet atelier d'échange multi-acteurs sur les potentialités en matière d'énergie renouvelable. Plusieurs initiatives privées existent, mais souvent méconnues ou peu vulgarisées. L'atelier aura pour objectif de faire connaître les différentes potentialités en vue de leur valorisation. Nous restons convaincus que votre collaboration contribuera à améliorer la promotion du secteur des énergies renouvelables en particulier et du secteur de l'énergie en général. Ils sont une quarantaine de participants à prendre part à ce cadre d'échange et de partage pour une amélioration du cadre de vie en matière d'énergie au Mali. Le présent atelier est une belle initiative de l'ONG AFAD dans le cadre d'un partenariat avec les organisations de la société civile africaine œuvrant dans la promotion des énergies renouvelables au sein de la coalition CAFER. Il cadre parfaitement avec la vision 2063 qui prévoit qu'au moins 9 Maliens sur 10 aient de l'électricité et ambitionne à 70% la production d'énergie provenant des sources renouvelables au Mali à l'horizon 2063. À l'issue de l'atelier, un rapport assorti d'un plan d'action sera produit, validé et partagé avec tous les acteurs pour une synergie d'action en matière d'énergie renouvelable au Mali. Ouverture ce matin de la 10e session de la conférence des ordres d'architectes des pays membres de l'UEMOA. La session réunit à Bamako les représentants des différents ordres d'architectes de la sous-région. Il s'agit pour les participants de discuter de l'avenir de la profession et son adaptabilité au changement climatique. Les détails avec Alousseni Touri. Dialogue, partage d'expériences et mutualisation des efforts pour la reconnaissance de leur corporation, ce sont les principaux défis affichés par les architectes des pays membres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Réunis à Bamako pour tenir la 10e session de la conférence des ordres des architectes des États membres de l'UEMOA, ils entendent ainsi renforcer leur collaboration. Nous accueillons avec fierté cette rencontre, fruit d'une collaboration étroite entre l'UEMOA et nos différentes institutions nationales, est placée sous le signe du dialogue, du partage d'expériences et de la mutualisation des efforts pour la reconnaissance et la valorisation du métier d'architecte dans notre sous-région. Au-delà des échanges techniques, des réflexions stratégiques, cette session de la conférence est aussi une opportunité de renforcer l'intégration de nos peuples à travers la culture bâtie et l'aménagement harmonieux de nos territoires. Le représentant de l'UEMOA a salué le dynamisme de la conférence des ordres d'architectes de la communauté, dont les résultats vont au-delà des attentes. Cette session permettra de faire le bilan de l'état d'avancement des transpositions de la directive nationale, mais aussi harmonisation des règles régissant la profession d'architecte au sein de l'UEMOA. Elle sera également occasion de faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la dernière session et sur l'état d'avancement de la transposition de la directive relative à l'harmonisation des règles régissant la profession d'architecte dans l'espace UEMOA. D'examiner le projet des tests portant l'adoption des valises pédagogiques relatives à la formation d'architecture dans l'espace UEMOA et de faire le bilan des activités du bureau sortant et examiner et adopter le programme d'activité du bureau entrant de la conférence. L'enjeu fondamental de cette session demeure la libre circulation et le droit d'établissement des architectes dans l'espace UEMOA, dira le secrétaire général du ministère en charge de l'urbanisme. Parmi les objectifs majeurs de cette conférence figure un enjeu fondamental, la libre circulation et le droit d'établissement des architectes dans l'espace UEMOA. En effet, l'architecte n'est pas un simple technicien de la construction. Il est un acteur culturel, économique, social, porteur d'une vision du territoire. Assurer sa mobilité entre nos États, c'est davantage mutualiser les compétences, une mise en concurrence saine, mais aussi un enrichissement des pratiques et des approches.
Cela suppose l'harmonisation des cadres réglementaires, la reconnaissance mutuelle des qualifications et surtout une volonté politique partagée. Les changements climatiques, par leurs effets difficiles à maîtriser, mettent les architectes en première ligne dans l'adaptation des habitats qui se doivent d'être résilients et durables. Je le disais, les travaux du colloque sur la réforme du code pénal et du code de procédure pénale entre espoir et incertitude ont démarré ce matin à Bamako. Il est organisé par le Centre d'études, de recherche et de prospective en Afrique et le cabinet d'avocats Dauphiny Consult. Ces colloques doivent permettre aux chercheurs, universitaires et praticiens du droit de s'imprégner des enjeux de la réforme des textes en vigueur. C'est le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, qui a présidé l'ouverture des travaux. Compte rendu, Mohamed Kayantao et Oumar Katraouri. Le code pénal et le code de procédure pénale, deux textes dont la réforme est au centre des préoccupations des autorités. Et le sujet réunit une fois de plus les praticiens du droit, les chercheurs et les universitaires à ce premier colloque sur le thème « La réforme du code pénal et du code de procédure pénale entre espoir et incertitude ». 2 jours sont donc mis à profit pour évoquer les défis et difficultés de la justice malienne. L'avocat cesse d'être avocat lorsqu'il s'écarte du droit. Il devient un charlatan. Les magistrats cessent d'être magistrats lorsqu'ils s'écartent du droit. Il devient un commerçant. L'huissier bricole lorsque sa boussole n'est plus le droit. Les notaires, en s'écartant du droit, devient un faussaire. Dieu nous en préserve. Et le seul moyen de ne pas s'écarter du droit, c'est de vivre avec les droits, de fusionner avec les droits. Et la seule façon de fusionner avec les droits, de vivre avec les droits, c'est la formation au quotidien. Nous nous trouvons à un moment charnière où la justice, pilier fondamental du pacte social, se trouve confrontée à des défis d'une rare complexité. Les mutations sociales rapides, nouvelles formes de criminalité, attentes accrues des citoyens en matière d'équité et d'efficacité. La promulgation récente du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale, venant remplacer des textes issus de 2001, marque une inflexion majeure dans l'histoire judiciaire de notre pays. Oui, l'histoire judiciaire du Mali, on en parle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le premier responsable du département en charge de la justice invite le Centre d'études de recherche et de prospective en Afrique et le cabinet d'avocats Dauphiny Consult au débat enrichissant et fructueux. En effet, les enjeux de la réforme de ces deux textes fondamentaux répressifs, l'étendue et la portée de cette réforme justifient amplement la tenue de ce colloque, premier du genre, depuis la promulgation des lois relatives au code pénal et au code de procédure pénale le 13 décembre 2024. Le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale, qui se caractérisent par une approche d'agrégation et d'innovation. 702 articles pour le premier et 1373 articles pour le second ne se limitent pas à une simple adaptation. Ils traduisent une refondation structurante de notre droit pénal. Compte tenu de la pertinence du thème, le ministre invite les praticiens du droit à évaluer objectivement les avancées réalisées et diagnostiquer les défis opérationnels et institutionnels. Cela pour enfin formuler des recommandations pouvant être traduites en actions pérennes. Rentrée solennelle du Centre de formation professionnelle des avocats, 36 élèves avocats constituent cette première cohorte. Le centre vise à renforcer les compétences et l'excellence dans la profession d'avocat. La rentrée solennelle a été marquée par une leçon modèle représentée par le bâtonnier sortant de l'ordre des avocats. Elle a porté sur quel avocat dans l'espace UEMOA, accès et exigences. Le reportage de Bemba Sibi et Djelima Diabaté. Lorsqu'on veut gagner sa vie par son talent, on n'a pas le droit d'être médiocre, disait Maître Demba Diallo. C'est dire combien l'excellence et la compétence sont des principes essentiels de l'exercice de la profession d'avocat. Ce sont ces principes que le nouveau centre de formation professionnelle des avocats entend valoriser. La première promotion va entamer sa formation après un processus très sélectif. Sur 643 candidats, 36 ont été retenus. Vous pouvez être fier d'avoir triomphé pour une bataille, mais la guerre reste à gagner. Prions afin que nous puissions
l'a remporté. Vous bénéficierez d'enseignements de qualité, dispensés par des professionnels expérimentés et d'excellents professeurs de faculté, composés de nationaux aussi bien que d'étrangers. Vous aurez l'avantage d'être formés dans des matières qui n'ont jamais figuré dans le programme de formation des avocats au Mali. Votre rentrée coïncide avec l'adoption de nouveaux textes. Vous aurez donc l'avantage d'être directement mis à jour par rapport à une bonne partie de la législation. À partir de ce jour mémorable, le 6 mai 2025, par vous et avec vous, notre barreau se conforme au règlement numéro 05 sur UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA. La rentrée solennelle a été marquée par une leçon modèle dispensée par Maître Ousmane Bouba Traoré, bâtonnier de l'ordre des avocats. Elle a porté sur quel avocat dans l'espace UEMOA, accès et exigences. Occasion pour Maître Traoré d'édifier les élèves avocats sur l'importance de l'éthique et la déontologie, la collaboration entre l'avocat et les autres corporations de la justice ou encore de rappeler l'évolution des conditions d'accès à la profession. C'est un cheminement. Ce cheminement indique le parcours qu'a fait la profession d'avocat. Et vous aurez compris, parmi les 36 qui ont été appelés aujourd'hui et qui vont intégrer le centre de formation professionnelle des avocats du Mali, il y a des Burkinabés, il y a des Ivoiriens, il y a d'autres nationalités. Ça voudrait dire qu'un Malien peut aller faire l'examen au Burkina, un Malien peut aller faire l'examen au Togo, mais il y a des limites. Vous ne pouvez pas faire l'examen au-delà de 3 fois. Dans la même année, vous ne pouvez pas faire l'examen 2 fois. Donc il y a des critères qui sont définis. Et vraiment, ceux qui sont admis aujourd'hui, que j'appelle des élèves avocats, ils constituent notre fierté. Ces 36 élèves avocats vont faire 12 mois de formation théorique et pratique. À terme, ils feront l'examen du CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Le centre ambitionne d'être une référence dans la sous-région en matière de formation d'avocats compétents et engagés dans la défense des droits et libertés. Et ce communiqué, le procureur général près la Cour d'appel de Bamako informe l'opinion nationale et internationale que depuis quelques jours, des individus mal intentionnés se livrent à des appels à la haine, à des manifestations occasionnant de graves troubles à l'ordre public et tiennent des propos désobligeants à l'égard des autorités administratives et judiciaires. Ces propos et agissements sont de nature à dresser les citoyens les uns contre les autres et constituent un terreau favorable pour les criminels, y compris les terroristes, dans le but d'ébranler la paix, la quiétude et la tranquillité sociale. Le procureur général informe l'opinion qu'il a ordonné à tous les procureurs de la République du ressort de la Cour d'appel de Bamako de veiller scrupuleusement à la préservation de l'ordre public et de ne tolérer aucune violation de la loi, quel qu'en soit l'auteur. Il rappelle que la justice sévira avec la dernière rigueur contre de tels agissements et s'effera le devoir d'identifier, localiser et interpeller les auteurs de ces faits conformément à la loi. En conséquence, il sait pouvoir compter sur l'esprit civique et la compréhension de toutes et de tous pour observer le calme et la retenue nécessaire et de dénoncer les auteurs des agissements contraires à la loi. Les lampions de la première édition du festival Tombouctou La Saltéré se sont éteints hier à Tombouctou. Cette messe culturelle a permis aux spectateurs venus de l'intérieur et du reste du pays d'approfondir leurs connaissances sur la culture tombouctoutienne dans son ensemble. Reportage Najim Baba Sissé, Mauloud Tandina et Mahmoud Askoufari. Les prestations musicales des corporations socio-professionnelles mettent les verrous de cette première édition du festival Tombouctou La Saltéré. 3 jours d'enracinement dans les valeurs culturelles, à la fois pour les communautés et visiteurs, stupéfaits par l'immense et incomparable richesse culturelle de Tombouctou à travers ses 13 cercles. Des stands d'exposition en passant par le culinaire, les jeux et danses traditionnelles, Tombouctou s'est ouverte au monde. Ce festival a été une occasion pour montrer qu'il y a des merveilles dans cette ville. Au-delà des mystères, il y a la culture. Au-delà de la culture, il y a de la vie. Au-delà de la vie, il y a l'art. Au-delà de l'art, il y a le comportement. Ce festival, pendant 3 jours, a permis de faire revivre l'ensemble, je dis bien, de contours, de pourtours de la culture de la région de Tombouctou entière. Émerveillés, les artistes locaux ont mis en transe
Les festivaliers durant ces 3 nuits, avec des chants puisés du terroir qui ont résonné au fond du public. Ce festival a permis à nous jeunes de découvrir des chansons et réalités de d'autres contrées de la région. Nous nous engageons en ce qui nous concerne à valoriser la Saltarei et l'étendre partout. Co-organisateur de cet événement, le Conseil régional de Tombouctou a œuvré à la réussite de cette édition à travers des projets et innovations. À travers ce festival, revaloriser tout ce que nous avons comme richesse culturelle, mais aussi à faire appel au monde entier, leur montrer que Tombouctou, ce n'est pas le bout du monde. Tombouctou, ça existe bel et bien. Tombouctou a ses valeurs et nous les invitons tous à venir découvrir ces valeurs. Le gouverneur Bakoun Kanté, au nom des forces vives de la région de Tombouctou, affirme toute sa satisfaction et gratitude aux hautes autorités de la transition, ainsi qu'aux 13 cercles qui ont pris part à cette édition. Merci infiniment d'avoir fait les déplacements. Merci infiniment d'avoir accepté de rehausser les niveaux, l'éclat de cet événement. Au départ, que nous pensons que c'était un petit événement, mais il est devenu un grand événement grâce à l'implication de tous et surtout votre présence ici. Ce festival, c'est le vôtre. C'est vous qui avez voulu que ce festival-là soit un grand festival. Encore merci infiniment à vous. Je remercie sincèrement monsieur le gouverneur qui m'a associé à cette activité impressionnante. Je vous assure que Tombouctou, la Saltarei, va rester dans les annales. Initialement, c'était juste une idée sur papier. C'était des cartes qu'on a vues. C'était des images qu'on a vues à la télé pour le lancement. Il fallait être ici pendant ces 3 jours pour savoir exactement de quoi il s'agit. Je vous assure que c'est impressionnant. Et je vous assure sincèrement que nous avons de quoi rapporter à Bamako, raconter aux autres et surtout raconter au président de la transition. Ces potentialités culturelles prouvent à suffisance que la région de Tombouctou est apte à relever les défis de la Biennale artistique et culturelle 2025, dont elle a en charge l'organisation en décembre prochain. Nous restons dans la cité des 333 Cents où le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a donné espoir à plusieurs femmes et jeunes filles. Cette couche a été formée dans des activités génératrices de revenus et a reçu par la même occasion des équipements qui devront lui permettre de s'installer. Plusieurs projets d'autonomisation de femmes ont également été lancés. De Tombouctou, le compte-rendu de Idrissa Goulou Sissoko. Au cours de son séjour à Tombouctou, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a procédé au lancement de plusieurs projets et des remises de matériel. 30 jeunes apprentis ont été formés et dotés de permis de conduire. Lancement d'un projet à l'intention de 100 personnes femmes rurales, primo-demandeurs d'emploi et victimes d'inondations. Le projet piloté par la Chambre régionale d'agriculture est doté d'un budget de 50 millions de francs CFA pour une durée de 6 mois, va concerner les cercles de Diré, Gundam, Tombouctou, Gourmararous et Niafunké. Votre présence ici aujourd'hui est hautement symbolique et témoigne des engagements du gouvernement à faire l'agriculture l'élevé de développement économique, résilient social et division professionnelle. Nous vous remercions vivement pour votre accompagnement constant. Aussi, 30 jeunes filles ont été formées par l'UNICEF en transformation agroalimentaire et saponification et dotées de kits. Nous sommes d'ores et déjà convaincus que toutes les parties prenantes ne ménageront aucun effort pour la réinsertion des apprenants que nous célébrons aujourd'hui, la réussite à travers la remise officielle des kits à ces jeunes adolescentes. Le ministère a lancé la formation en technique de maraîchage et de gestion de réservances au profit de 50 agriculteurs et la remise d'attestations et kits à 75 jeunes filles dans le cadre du projet FIER. Ces actions s'inscrivent en droite ligne de la feuille de route du gouvernement de la transition, en particulier l'axe 2.1, visant à restaurer l'autorité et l'unité sociale de l'État à travers la fourniture des services sociaux de base. Votre présence massive est le témoignage éloquent de l'importance que vous accordez aux enjeux de l'emploi
et de la valorisation des compétences locales. Enfin, des associations féminines des 13 cercles ont reçu la somme de 8 millions de francs CFA pour mener des activités génératrices de revenus. La Banque malienne de solidarité affiche une bonne santé. L'exercice 2024 s'est clôturé sur des résultats encourageants. L'ardoise économique a atteint 1700 milliards de francs CFA en hausse de 6,66% par rapport à 2023. Les emplois à la clientèle se sont établis à plus de 930 milliards de francs CFA, confirmant l'engagement de la BMSSA en faveur du financement de l'économie nationale. Des prouesses saluées par les administrateurs à la faveur de la 91e session du conseil d'administration de la Banque malienne de solidarité tenue ce matin dans les locaux de l'institution. Le reportage de Awadit Makama. Les performances d'une institution financière se mesurent à l'aune des chiffres. Et aujourd'hui, à la Banque malienne de solidarité, les signaux sont au vert malgré un environnement économique difficile. Les chiffres l'attestent, ceux présentés à la 91e session du conseil d'administration de la banque. La présente session est consacrée essentiellement à l'examen des documents usuels et réglementaires produits par la banque et les commissaires aux comptes et nécessaires à l'arrêté des états financiers de l'année 2024. La présente session examinera également l'exécution du budget 2024 ainsi que plusieurs rapports réglementaires aux structures de contrôle sur la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La BMS suit une trajectoire normale et très positive avec les différents indicateurs financiers qui ont été observés au titre de l'exercice 2024. Comme en atteste le total bilan, donc il y a eu une croissance de 7% pour s'établir à peu près à 1700 milliards. Et ensuite, les résultats notamment liés à la performance de la banque, notamment les PNB, donc il y a aussi cru jusqu'à 66 milliards. Également les emplois de la clientèle qui se sont établis à 932 milliards. Des actions qui entrent en droite ligne des exigences réglementaires de la commission bancaire de l'UEMOA. Les responsables de la BMSSA entendent maintenir le cap avec le soutien des partenaires et de ses clients. Pour l'année en cours, l'institution financière s'inscrit dans une dynamique d'innovation et d'engagement, et cela en mettant l'accent sur le développement économique du pays. Les perspectives pour l'année 2025 porteront essentiellement sur les renforcements des projets digitaux auprès de notre clientèle, notamment le côté monétique sur lequel la banque a beaucoup investi. Donc également les produits digitaux, donc en commun accord avec les partenaires de téléphonie. Donc la banque est en train de digitaliser beaucoup de process également à l'interne pour permettre aux clients d'accéder directement à leur épargne. Donc ensuite les parcs digitaux se renforcent aussi bien à l'interne qu'à l'extérieur du Mali. Et c'est sur ces notes d'espoir que les administrateurs se sont quittés en attendant la prochaine session qui doit évaluer la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route. En conseil des ministres du mercredi 30 avril 2025, la loi portant charte des partis politiques et celle relative au statut du chef de file de l'opposition a été abrogée. Quelles sont les répercussions de cette décision? Abrogation signifierait-elle dissolution? Pour mieux comprendre, nous avons approché le politologue Dr Abdoul Sogodogo, vice-doyen de la faculté des sciences administratives et politiques. Il nous donne plus de précisions au micro de Youssouf Diakité. Il faut dire clairement que l'abrogation de la charte des partis politiques ne signifie pas la dissolution des partis politiques. Mais elle crée quand même un vide juridique dans l'exercice de leur activité, puisque les textes qui régissaient leur activité n'existent plus. Cela implique que les partis politiques devront désormais se réorganiser sur la base de la nouvelle loi à venir. Donc une fois que cette loi sera là, voilà, elle va dire comment les partis politiques doivent se constituer, doivent exercer leur activité. S'il est vrai que cette abrogation de la charte ne signifie pas la dissolution des partis politiques, a priori, elle ne signifie pas aussi la suspension de leur activité. Mais l'intelligence voudrait que les partis politiques soient assez attentifs
parce que leurs activités doivent s'inscrire dans un cadre juridique. Dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse, l'URTEL, Union des radios et télévisions libres, a organisé ce matin à la Maison de la Presse une conférence débat sur le thème « Le rôle des radios de proximité dans la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le développement communautaire au Mali ». L'objectif de cette conférence est de rappeler aux professionnels de médias le rôle crucial que jouent les radios de proximité dans la promotion et la consolidation de la paix au Mali. Le point avec Sidou Traoré et Tayeb Adjaouyakoui. La thématique, le rôle des radios de proximité dans la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le développement communautaire au Mali, a été présentée et expliquée par l'un des pionniers des radios de proximité au Mali. Daouda Mariko, ancien président de l'URTEL, attribue les succès des radios de proximité dans la promotion de la paix à un environnement favorable. Tout part de la maîtrise de l'environnement. Parce qu'une radio, elle est créée pour un ensemble de communautés. Donc si vous n'avez pas une connaissance approfondie de cet environnement, c'est difficile que vous arriviez à répondre à leurs besoins. La connaissance de l'environnement, où évolue la radio, est une nécessité, voire une obligation, lorsque la station a l'ambition noble de servir la communauté. Les initiatives en faveur du dialogue, de la cohésion sociale et du développement communautaire font partie des missions quotidiennes des radios de proximité, souligne l'actuel président de l'URTEL. Pour Mahmoud Bokoum, ces radios fonctionnent et œuvrent au service des communautés. Il est donc impératif, selon lui, que des acteurs du secteur jouent pleinement leur rôle dans la stabilité du Mali. Nous avons élaboré une charte d'antenne dont le premier article dit que la radio de proximité est un trait d'union entre les populations. Donc c'est ce qui nous a poussé à choisir cette thématique pour non seulement créer des conditions de dialogue entre les différents membres de la communauté, mais aussi et surtout prendre en charge les difficultés de ces différentes communautés-là dans nos productions de contenu pour qu'on puisse vraiment les diffuser et que les autorités et les partenaires puissent prendre ça en charge. Au-delà des actions citoyennes des radios de proximité, les intervenants ont également souligné les difficultés rencontrées par ce médium, notamment dans l'accès à l'information. À cela s'ajoute le manque de ressources humaines et financières. Cette conférence débat organisée par l'URTEL s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse au Mali. L'Association malienne des confédérations interprofessionnelles de la filière lait, Amafilé, a tenu les 3 et 4 mai sa toute première Assemblée générale ordinaire. Un rendez-vous important pour les acteurs de la filière lait locale, venus dresser le bilan des activités après 1 année et 9 mois d'existence. Compte rendu, Soumao Aïdara et Sambou Diakité. Les acteurs de l'Association malienne des confédérations interprofessionnelles de la filière lait, Amafilé, en quête d'amélioration du secteur. Amafilé s'est donné pour mission d'améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs, collecteurs, transformateurs et vendeurs de lait local. L'Assemblée générale ordinaire a été l'occasion de dresser un premier bilan 1 an et 9 mois après sa création et de définir de nouvelles perspectives. Nous, aujourd'hui, notre défi, c'est de pouvoir produire du lait avec une abondance. Et ce lait, qu'il soit de qualité et que ce lait soit disponible partout et pour tout le monde. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM, partenaire de l'Amafilé, insiste elle aussi sur la nécessité de valoriser les cheptels nationaux pour atteindre les objectifs escomptés. La manière dont nous produisons le lait, comment nous pouvons le développer, comment les transformateurs peuvent se développer, comment on va pouvoir faire pour qu'un jour on puisse totalement éliminer cette facture d'importation de poudre de lait qui coûte cher sur l'économie du pays. Ce pays, avec tout le cheptel qu'on a aujourd'hui, nous avons de nouveaux défis. Il faut vraiment qu'on trouve les moyens pour qu'on puisse valoriser notre cheptel sur nos terres. Sinon, un jour, ce cheptel risque de devenir le cheptel d'autres pays. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Si les conditions sont favorables à l'heure, certains peuvent rester là-bas et nous allons perdre aussi ce qui fait l'âme du Mali, qui est le bétail. Les défis sont nombreux, les ambitions le sont tout autant. En unissant leurs forces, les acteurs de la filière lait et leurs partenaires veulent poser les bases d'un avenir où le lait local sera de qualité, moins cher et surtout disponible partout pour tout le monde.
L'Assemblée générale ordinaire couplée au conseil d'administration de l'ACEP, Association africaine des services d'emploi public de l'AMCEP, s'est tenue pour la première fois en Côte d'Ivoire du 5 au 9 mai 2025. Au menu, une fourchette d'activités, l'adoption du nouveau texte sur la création du secrétariat permanent, la validation du rapport d'activité 2022-2025 et la réélection du directeur général de l'ANPE, Ibrahim Agnok, à la tête de l'ACEP pour un troisième mandat. Pour plus de précisions, écoutons Ibrahim Agnok, président de l'Association africaine des services d'emploi public. Nous sommes aujourd'hui effectivement dans le cadre de l'organisation du Congrès mondial, l'Assemblée générale, et couplé au conseil d'administration de l'AMCEP et de l'ACEP. Je voudrais saluer l'ensemble de mes homologues de SPE, membres de l'Association africaine des services d'emploi public, ACEP, pour avoir accepté le troisième mandat du Mali dans le cadre justement de l'amélioration de la gouvernance de nos structures, mais aussi remercier l'Association mondiale des services d'emploi public pour avoir accepté aussi de continuer en tant qu'administrateur pour la période triennale 2025-2028. Nous plaçons cette mandature dans un espace surtout où les défis par rapport aux questions de chômage, aux questions de sous-emploi, se posent à nos SPE. À ce niveau, donc, il est prévu la mise en œuvre du centre africain, l'académie régionale de formation de conseil emploi, qui permettrait de renforcer les ressources humaines pour faire face aux défis du marché du travail, mais aussi faire une interconnexion entre l'ensemble des SPE pour une mise en œuvre effective de l'utilisation de la base de données globale des demandeurs et des offreurs d'emploi sur l'espace africain. Il est important aussi de souligner que c'est pour la première fois l'Association mondiale des services d'emploi public, depuis bientôt 35 ans, qu'elle organise ses congrès mondiaux, ses assemblées, ses instances et autres, que l'espace africain, donc le continent africain, l'Afrique subsaharienne, a été choisi et la Côte d'Ivoire est le premier pays à abriter ces événements. Ceci va concourir davantage justement à une amélioration de la gouvernance et des capacités de nos ressources humaines dans une dynamique de synergie avec le Mali, Tchad et le Zimbabwe. Une bonne nouvelle pour les éleveurs du Faso. L'usine de production d'aliments bétail, volailles, poissons et autres animaux d'élevage est prête avec au minimum 100 tonnes d'aliments par jour. L'usine a officiellement été inaugurée ce matin à Koubri par le Premier ministre Rintamba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Le point avec Tanga Kafando. 5 mois après le décret de création de la société d'État Faso Goulgo, les machines vrombissent ici à Koubri. L'usine de production d'aliments bétail, volailles, poissons et autres animaux d'élevage est fin prête et c'est le Premier ministre Rintamba Jean-Emmanuel Ouédraogo qui procède à son inauguration. À Koubri, ce sont déjà des tonnes d'aliments qui sont en production avec une technologie au rendez-vous, constate le chef du gouvernement visitant les compartiments de l'usine. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous lançons aujourd'hui donc la phase opérationnelle de cette société d'État qui a été donc créée il y a de cela 5 mois et qui vient structurer davantage l'ensemble donc de la filière élevage. Cela participe de la vision du chef de l'État de créer les conditions pour une réussite totale de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Aujourd'hui, l'objectif à travers Faso Goulgo, c'est de mettre à disposition des éleveurs non seulement donc de l'aliment en quantité, de qualité, mais aussi à des coûts vraiment accessibles. Faso Goulgo compte s'investir davantage dans la production de l'aliment poisson avec des lignes de production à Samandeni et à Bagré d'une capacité de 50 tonnes par jour chacune, en plus de la ligne qui existe déjà à l'usine de Koubri. Aujourd'hui, il y a bien sûr dans l'offensive agro-pastorale et halieutique la question aussi du poisson, parce qu'il y a halieutique dans cette offensive, ce qui signifie qu'il faut aussi mettre à la disposition de tous les opérateurs, tous ceux qui ont accepté d'investir dans ce secteur halieutique-là, de l'aliment. Parce qu'aujourd'hui, l'aliment coûte cher et c'est ce qui freine également le développement de ce secteur-là. C'est un maillon extrêmement stratégique qui devrait permettre de mieux accompagner, de mieux structurer la filière donc, de l'élevage dans son ensemble et permettre à tous ceux qui acceptent d'investir dans ce secteur-là
de disposer de l'aliment de qualité, en quantité et à des coûts vraiment accessibles. Le démarrage de l'usine Faso-Goulgo vient comme une bouffée d'oxygène pour les éleveurs et un levier pour le développement du sous-secteur de l'élevage au Burkina Faso. Le Niger, résolument tourné vers l'avenir, est fortement représenté à la 3e édition du GITEX Africa 2025 au Maroc, un forum qui ambitionne de faire du Maroc une plateforme incontournable de l'innovation technologique en Afrique. La délégation, composée de représentants du ministère de la Communication, de l'ANEC, de l'ANSI et de l'Agence de modernisation des villes, a eu l'occasion d'organiser un panel sur les opportunités d'investissement et d'innovation à l'ère du numérique au Niger. Compte rendu Ismaël Daouda. Marrakech, capitale du numérique africain, le temps d'un sommet, a accueilli la 3e édition du GITEX Africa du 14 au 16 avril 2025. Organisé par le ministère marocain de la transition numérique et de la réforme de l'administration en partenariat avec l'Agence du développement du digital, ce forum ambitionne de faire du Maroc une plateforme incontournable de l'innovation technologique en Afrique. Cette édition 2025 rassemblait plus de 1400 exposants, 130 pays, des milliers d'innovateurs, plus de 350 investisseurs, plus de 650 entités gouvernementales et décideurs publics et privés, tous réunis autour d'un objectif commun, façonner l'Afrique numérique de demain. Le Niger, résolument tourné vers l'avenir, y était brillamment représenté. Conduite par le ministère de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, la délégation nigérienne a su marquer les esprits par la présence de 11 startups, une énergie débordante et une volonté farouche d'intégrer l'écosystème digital africain. L'événement a permis de mettre en lumière les opportunités concrètes d'investissement au Niger, d'exposer la vision ambitieuse des autorités en matière d'innovation numérique et surtout de revisiter le narratif international autour du pays en l'inscrivant dans une dynamique de résilience, de transformation et d'ouverture. Au Niger, aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Nous avons pris en main la destinée de notre pays. Nous sommes dans l'affirmation de notre souveraineté et nous pensons que c'est une opportunité pour les investisseurs de venir au Niger parce qu'il y a un cadre bien défini pour les investisseurs et nous pensons que nous pouvons travailler dans les cadres des partenariats gagnant-gagnant. C'est dans ce sens que je lance un appel et nous pensons que c'est une bonne opportunité pour eux. C'est l'occasion de venir au Niger aujourd'hui investir et de ne pas se fier à ce qui se dit parce qu'il y a une campagne négative qui est en train de se faire contre le Niger et nous pensons que c'est une campagne orchestrée par des gens qui pensent qu'ils n'ont plus le contrôle sur nos ressources. En 3 jours, la délégation nigérienne ne s'est pas contentée que d'exposer des idées. Elle a aussi tissé des partenariats, échangé avec des investisseurs, démontré que le Niger est prêt à s'ouvrir au monde, prêt à accueillir des projets d'envergure, prêt à faire du numérique un levier de souveraineté et de prospérité. Et c'est communiqué sous la haute présence de Monsieur le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. La direction générale de la Maison du Hadj organise une ultime formation à l'intention de tous les pèlerins maliens le jeudi 8 mai 2025 à partir de 8h au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Cette dernière séance est à la fois formation, sensibilisation et bénédiction. Vous avez peut-être une fois reçu une lettre qui a bouleversé votre vie. Il s'agit là d'une convocation judiciaire. La procédure est prévue dans les codes pénaux. La convocation est un document qui angoisse et brûle la peau de la personne convoquée. Derrière la convocation se cachent des histoires humaines douteuses, des enjeux juridiques et parfois des vies en suspense. C'est quoi la convocation judiciaire? Que faire quand on reçoit une convocation? La personne convoquée a-t-elle des droits? Dans Chronique judiciaire, nous plongeons avec Garibou Pérou et Tchedja Kamara au cœur de cette étape clé du processus judiciaire.
D'une apparence élémentaire, une convocation judiciaire suscite dans bon nombre de cas l'inquiétude, voire l'angoisse. Et si vous êtes appelé à comparaître soit comme témoin, soit comme partie civile ou prévenu, en tous les cas, cette étape est le début d'un processus légal. Maître Youssouf Badian Keïta est avocat inscrit au barreau du Mali depuis 1995 et pour lui, la convocation est une procédure bien encadrée par les dispositions nationales. Je vous donne lecture de l'article 86 du Code de procédure pénale. Je cite, « Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit d'office, procèdent à des enquêtes préliminaires. » L'article 74. L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Et l'alinéa suivant dispose: les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Elles pourront, le cas échéant, être contraintes à comparaître par la force publique. Au visant de la procédure pénale, que la convocation en matière pénale est un acte de la procédure pénale qui permet d'inviter une ou plusieurs personnes devant une autorité compétente. La convocation a plusieurs origines. Elle peut être émise par un officier de police judiciaire ou par le parquet. Il est important de répondre à la convocation. Ne pas répondre pourrait y avoir des conséquences. La convocation ne peut pas être délivrée par n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand et n'importe où. Je rappelle l'article 242 40 du Code pénal seront punis d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 120 000 francs. Ceux qui, sans excuse légitime, n'ont pas répondu aux convocations régulières des autorités administratives ou judiciaires. Pour les personnes convoquées, l'assistance d'un avocat est souvent recommandée, voire obligatoire selon la nature de l'affaire. L'avocat prépare son client et s'assure que ses droits sont respectés pendant toute la procédure. Quand vous recevez une convocation, c'est pour vous notifier les charges qui pèsent sur vous. Et si vous êtes témoin, de vous dire que vous êtes témoin dans telle affaire. Vous n'êtes pas poursuivi. Et si vous avez subi un préjudice, vous êtes partie civile. Au moment opportun, vous serez cité à comparaître devant qui de droit. Et si vous êtes prévenu, non détenu, vous recevrez une citation. Et si c'est devant les juges d'instruction, vous êtes appelé à être entendu sur des faits précis. On ne doit aucunement empêcher un citoyen convoqué de ne pas se faire assister par l'avocat de son choix. Parce que là, c'est une garantie et c'est une disposition de la loi communautaire. Notamment le règlement numéro 5 UMOA, qui réglemente la position d'avocat dans tous les états de l'UMOA. Dès que vous présentez votre avocat, au niveau de l'unité d'enquête, l'unité d'enquête est tenue de recevoir votre avocat, de vous entendre en sa présence constante. Le rôle de l'avocat est fondamental. D'abord, du point de vue psychologique, ça rassure les citoyens. Je suis assisté par mon avocat. Et à l'absence de votre avocat, vous pouvez dire, je ne peux pas parler sans mon avocat. Rassurante ou redoutée, la convocation est une étape cruciale dans le déroulement d'une procédure judiciaire. Il est donc essentiel de répondre avec sérieux et diligence parce que le non-respect pourrait entraîner les conséquences fâcheuses comme un procès par contumace. Page noire de cette édition, la présidence de la République du Mali a la profonde douleur d'annoncer le décès de M. Mamadou Oulalé, ancien secrétaire général de la présidence du 17 juin 2021 au 26 septembre 2023. Décès survenu ce mardi 6 mai 2025 à son domicile des suites d'une longue maladie. Grand serviteur de la nation, M. Oulalé, jusqu'à son décès, occupait le poste de conseiller spécial du président de la transition. Il a fait preuve d'une grande assiduité, d'une grande rigueur et d'un patriotisme
assumé dans l'exercice de ses fonctions. En cette douloureuse circonstance, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, exprime sa compassion à la famille de l'illustre disparu ainsi qu'au peuple malien et prie pour le repos de son âme. Les obsèques auront lieu demain mercredi 7 mai 2025 à 15h au Palais des Sports à Amdalaï ACI 2000. Et c'est ce qui met un point final à cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, s'il plaît à Dieu.